Bien, maintenant j'appelle François Aubry et Monsieur Jean-Marc Binot pour le prix littéraire. Je vous rappelle que c'est une première pour nous cette année. Monsieur Binot, le mois de novembre est celui des prix littéraires et convient particulièrement à l'Académie de l'Air pour vous décerner aujourd'hui son premier prix, comme vient de le dire notre président. Ce prix récompense votre ouvrage consacré à Georges Guilmert, dont je dois vous dire honnêtement, si on se replace un an en arrière, il y avait peu de chances que votre présence aujourd'hui parmi nous se réalise. Pourquoi? Vous posez au jury un certain nombre de questions. La première, celle de votre existence, c'est votre 9e livre. Le deuxième, concernant l'histoire militaire, mais qui est abordé par des chemins de traverse, des domaines qui ne sont pas les nôtres, et vous étiez inconnu par nos plumes spécialistes de l'aviation. Le sujet que vous traitiez également nous interpellait. Pourquoi parler de Guilmert alors que plus de 12 biographies lui ont été consacrées, sans parler 200 ou plus articles depuis qu'il a disparu? Or, il y a tant de héros de l'aviation qui attendent aujourd'hui leur biographe. Enfin et surtout, le jury avait un peu capitulé, votre éditeur ayant refusé de faire le service de presse minimum qui aurait permis de bien vous faire connaître. Pourtant, finalement, c'est le Père Noël qui vous a sauvé et j'ai été obligé de vous lire. Et dès la première ligne, j'ai vu que Guilmert était né un 24 décembre et j'ai compris que votre destin était en marche. Dès les premières lignes, vous posez des bonnes questions. Pourquoi s'aventurer dans un énième opus sur Guilmert? Et là, comme vous n'avez pas le droit à la parole tout à l'heure, je vous la cède et je me fais votre interprète. D'abord, vous avez écrit ce livre parce que vous avez constaté l'oubli progressif dans lequel tombait Guilmert. En s'adressant aux jeunes et en leur posant la question Guilmert, vous entendiez Guilmert connaît pas. Vous avez voulu combler cette lacune et en quelque sorte remettre Guilmert, peut-être pas au Panthéon, mais au moins le sauver de l'oubli. Ensuite et surtout, vous avez jugé un peu paresseuse et surtout subjective les biographies faites par vos prédécesseurs. Et vous avez voulu faire une biographie raisonnée. En 3 ans de recherche et en remontant à toutes les sources, il y a 6 pages de référence dans votre ouvrage. Vous avez systématiquement vérifié toutes les informations qui avaient été données au préalable sur Georges Guilmert. Principalement chez Georges Duhamel, bien sûr, mais aussi chez Jules Roy. Et là, permettez-moi de vous dire que vous avez peiné beaucoup de mes confrères, moi le premier, en montrant vis-à-vis de Jules Roy une exigence proche de la rudesse que notre regretté confrère ne méritait pas. Vous noterez cependant que l'Académie ne vous en a pas tenu rigueur. Enfin, et c'est le 3e point de votre démarche, dépassant la simple figure du héros, vous avez voulu étudier la naissance et la mort d'un mythe. Il est assez facile de vous suivre sur la naissance du mythe. Vous ne le dites pas aussi nettement que je vais le dire, mais on voit poindre dès la Grande Guerre les recettes qui seront reprises plus tard pour promouvoir les rockstars. Le plus surprenant étant que le commandement militaire ait accepté à l'époque d'y prêter la main. Mais si un bon journaliste est nécessaire pour créer un mythe,
il faut également un bon sujet. Et je me suis aperçu, en relisant La guerre aérienne illustrée, je vous rappelle que c'est le premier hebdomadaire consacré à l'aviation, Brin-de-Jon de Moulinet, qui est bien oublié aujourd'hui, occupait plus de place que Georges Guynemer. Pourquoi n'est-il pas devenu un mythe? Probablement parce qu'il était moins photogénique. Plus délicate est votre analyse de l'évolution du mythe de Guynemer, et vous vous êtes attaché à restituer cette évolution à travers une foule d'exemples précis. Mais de même que la mort de Guynemer, que vous exposez longuement, restera à jamais un mystère, la disparition du mythe de Guynemer, qui me paraît inéluctable, restera aussi mystérieuse, même si grâce aux cérémonies du centenaire de la victoire et à votre intervention, elle reste en sursis. On devine à vous lire que dans un mythe, le héros est un simple prétexte et qu'il est un catalyseur des valeurs de son époque. Or, les valeurs de Guynemer ne sont plus les nôtres. En conclusion, la force de votre livre est de s'adresser à tous. Il fera plaisir à tout le monde, à ceux qui ne connaissent pas encore Guynemer et qui trouveront tout sur l'homme et sur son parcours en 3 heures de lecture. Il conviendra aux chercheurs et aux journalistes, aux étudiants, qui trouveront une mine de renseignements. Je crois qu'il conviendra aussi à ceux qui croient connaître Guynemer, comme moi, et qui pourront apprendre beaucoup de choses sur lui, en particulier qui, avant vous, avait évoqué la religion chez Guynemer. En vous choisissant pour lauréat et pour attributaire de son premier prix, je suis sûr que notre Académie ne s'est pas trompée. Maintenant, j'appelle Agathe Camus et Bernard Pestel, peut-être, pour le prix de mémoire de Master 2 de droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial. Lui aussi décerné pour la première fois. Madame la Présidente, chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir et à la fois un honneur que de remettre un prix. Comme la Présidente vous l'a signalé, c'est la première année que nous allons remettre le prix de mémoire de Master 2, qui est un prix alterné une année sur 2 avec le prix de thèse. Le mémoire primé donc cette année est celui d'Agathe Camus, la mise en place d'un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés. Sous la direction du professeur des universités, Cyril Bloch, directeur du pôle transport d'Aix-Marseille Université. Dans le cadre de notre académie, nous nous attachons aux travaux permettant aux professionnels d'avoir un complément de recherche sur un sujet d'actualité, pour ceux qui travaillent déjà sur ce sujet, mais également un ouvrage de base pour tous les autres professionnels qui veulent approcher la problématique. Dans cette optique, ce mémoire est complet. Le sujet est centré sur la mise en place d'un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés que nous appelons dans l'aéronautique les PAXI. Et il répond entièrement aux souhaits de l'Académie. C'est un mémoire bien documenté et Agathe a rencontré des personnes et des personnalités qui connaissent très bien le sujet. Elle place son mémoire à la fois sur le plan national et sur le plan international.
Sa démonstration l'a conduit à démontrer que les acteurs du transport aérien sont les mieux placés pour définir et gérer l'indiscipline, sans pour autant diminuer l'importance des législateurs internationaux et nationaux qui se doivent, bien sûr, toujours de légiférer. Plusieurs tableaux dans le cadre de ce mémoire agrémentent ce travail en étant de très bonnes synthèses pour le lecteur. Toutes les causes et les facteurs aggravant ce phénomène sont également bien décrits. Toutes les solutions autres que celles préconisées par la législation sont aussi très bien étudiées, comme le refus d'embarquement, les blacklists, le contrôle de l'ACNI, les PNR, Passengers Name Record, les commissions administratives, ainsi que toutes les autorités intéressées, qu'elles soient judiciaires ou DGAC, aviation civile, ou préfet, aéroport, entre autres. Les incidences économiques ne sont pas oubliées dans ce mémoire. La Convention de Tokyo de 1963 et le protocole de Montréal de 2014, et qui n'est pas encore aujourd'hui en vigueur, sont bien développés et analysés comme la base de la législation internationale. La bibliographie de ce mémoire est assez complète, à la fois universitaire et ce que nous souhaitons également professionnel. La problématique est claire, précise, très professionnelle. L'analyse juridique est pertinente, le plan est logique et clair, la synthèse est bonne. Les formulations sont également précises, avec des idées claires, ce qui rend ce mémoire facile et agréable à lire pour tous. C'est donc avec plaisir et à l'unanimité que nous avons primé ce mémoire. Mais nous ne primons pas qu'un mémoire. Nous associons évidemment principalement son auteur, en l'occurrence une étudiante de Master 2, donc quelques mots quand même sur Agathe Camus, âgée de 25 ans, on peut se permettre de le dire. Agathe a commencé ses études de droit à Vannes, avant de rejoindre l'université de Bordeaux 4 pour sa licence et son Master 1. Elle effectue ensuite un Master 2 de droit et management des transports aériens à Aix-en-Provence, dans le pôle déjà cité, et plus particulièrement à l'IFURTA, l'Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien. Tout cela en apprentissage avec la direction juridique d'Air France d'octobre 2016 à octobre 2017. Elle a terminé 4e sur 21 avec une mention bien. Elle poursuit ensuite un deuxième Master 2 de droit et régulation des marchés à l'Université de Paris-Dauphine, toujours en apprentissage avec la direction juridique d'Air France. Diplôme qu'elle obtient brillamment, avec plus de 16 de moyenne et également une mention bien. Forte de 2 années d'expérience professionnelle chez Air France, Agathe souhaite encore compléter sa formation par un stage de 3 mois dans le cabinet d'avocat Clifford Chance jusqu'à la fin décembre de cette année. Maintenant, Agathe est prête à finaliser sa vocation et se préparer ainsi à une brillante carrière d'avocat. Elle s'est donc inscrite à l'IEJ, Institut d'études judiciaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour préparer le barreau de Paris. Bonne continuation Agathe, mais au vu de ce parcours déjà exemplaire, nous n'avons tous aucun doute quant à sa réussite. Toutes mes félicitations à vous. Et je voudrais aussi 2 messieurs pour m'aider à mener le Grand Prix. Thierry, s'il te plaît.
Je viens de vérifier qu'il y avait de la place dans sa voiture pour le retour. Je vous présente Bruno Gabal. Bruno Gabal est un jeune sexagénaire que j'ai découvert et rencontré alors qu'il avait 18 ans. Bruno Gabal est, dès le début, passionné par la mécanique, les constructions mécaniques, le dessin industriel, le travail manuel, et tout naturellement, il a choisi de faire les arts et métiers. Et comme il fait les choses bien, il a réussi le concours quand il avait 17 ans. Et il est allé à Cluny commencer sa formation. Et dès qu'il arrive à Cluny, il s'intéresse à l'aéronautique et il se lance dans la construction d'un avion sur plan pendant ses loisirs. Vous allez voir que les loisirs jouent un grand rôle dans sa carrière. Le premier avion qu'il construit, que vous découvrez, s'appelle Brutane Barrière, et c'est un avion qui date des années 75 et qui est vendu sur plan. C'est un joli petit avion élégant qui vole à 250 km/h, qui a un rayon d'action de 1000 km. Il le construit tranquillement dans l'atelier de ses parents et finit par, après 6 mois, à voler avec. Il découvre le vol et finalement il accumulera quelque chose comme 1200 heures de vol avec cet avion. Il parcourra l'Europe, parcourra les États-Unis avec sa famille et finalement c'est vraiment le début d'une aventure. Après les arts, il décide dans ces conditions de se spécialiser en aéronautique. Et il fait l'ESTA, l'École supérieure des techniques aéronautiques, puisque finalement il a réussi à devenir boursier de l'aérospatiale. C'est dans ces conditions-là que l'école fonctionne. Ça se passe entre 80 et 81, et à cette occasion, il rencontre comme professeur un certain nombre de nos confrères, dont notre président. À l'époque, on ne parle pas d'avion et d'hélicoptère avec notre président, on parle seulement de missiles, de satellites, et surtout de satellites. Et c'est la période de sa carrière où il s'est intéressé aux satellites. Et la seule. Alors finalement, tout naturellement, il se fait embaucher, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Il se trouve que j'habitais à côté de l'aéroport d'Aix-les-Mines, et j'ai vu cet avion bizarre nous survoler. J'ai trouvé qu'il était très élégant, et comme vous pouvez le noter, il avait déjà des aspects extrêmement modernes. C'est d'abord un appareil dont la structure est en composite, c'est ensuite un appareil qui a un plan canard, que l'on voit sur les avions les plus modernes aujourd'hui, et c'est un avion qui a des winglets, comme on en a maintenant sur tous les avions modernes. Et à cette époque, quand on voyait tourner cet avion à Aix-les-Mines, on était toujours un peu étonnés, et j'ai finalement rencontré Bruno au retour d'un de ses vols, et il m'a appris qu'il était en train d'essayer de se faire embaucher à l'aérospatiale Marignane, à la division hélicoptère où je travaillais depuis quelques années. Je n'y suis pour rien, mais j'ai appris avec grand plaisir qu'il avait rejoint cette société en 83. En 83, par conséquent, il rentre à Marignane et il rentre tout de suite au bureau d'études et il est au service de l'avant-projet et finalement, entre 84 et 90, il travaille sur des projets, des programmes connus, comme l'écureuil, le dauphin et le super puma, qui étaient les appareils à la mode de cette époque. Pendant cette époque, finalement, il a marqué d'une certaine manière un certain nombre de ces appareils, et en particulier le dauphin dont certaines améliorations lui ont permis de devenir un appareil extrêmement moderne et rapide, et Gabal a de manière permanente imprimé le rotor principal du dauphin, qui est devenu le dauphin à grande vitesse, qu'on a fait voler à plus de 200 nœuds pour la première fois, grâce à ces modifications. De 90 à 96, il est ingénieur de projet au département d'architecture générale, et puis il devient adjoint du chef de projet EC-120, qui est un petit hélicoptère qui s'appelait Colibri. Dès 83,
c'est-à-dire dès son embauche. Finalement, dans la continuité du Variège, il s'est intéressé à la construction d'un hélicoptère. Et pendant ses loisirs, il se lance dans la conception d'un hélicoptère léger, biplace, avec un moteur à piston, qui c'est moins cher, qui baptise tout de suite Cabri, et il se lance dans la fabrication d'un démonstrateur, d'un prototype démonstrateur. Donc vous voyez la photo sur cette image, qui est un peu facétieuse et dont je parlerai tout à l'heure. Cet appareil a été construit dans son atelier est aménagé dans son domicile, et son domicile est sur l'aéroport d'Aix-les-Mines. Donc il a quelques mètres à faire pour séparant son atelier de la piste, et finalement, il prépare les vols à cette époque, et finalement, la construction de cet appareil lui permet, je rappelle qu'il a commencé en 83, lui permet de voler, finalement, en avril 92. Tout ce travail se fait pendant son loisir, ses loisirs, et c'est finalement arrivé à un moment de voler que l'aérospatiale se montre encore plus bienveillant, puisque finalement, le premier vol est fait avec un équipage d'essai d'aérospatiale. Et c'est Étienne Ehrenschmidt et Bernard Saintin, qui sont l'équipage d'essai, qui fait ce premier vol. Le premier vol a lieu en avril 92, et finalement ça se passe très bien, les quelques vols suivants continuent, et puis finalement, Bruno s'intéresse beaucoup au vol sur hélicoptère. Il avait déjà 12 à 1500 heures de vol sur son avion, et il commence à apprendre à piloter les hélicoptères, en tout cas son hélicoptère. Tellement que finalement, quelques années après le premier vol, en 96, cet appareil, qui réussit très bien, établit le nouveau record du monde de distance pour sa catégorie. Sa catégorie, c'est les hélicoptères de moins de 500 kg, monomoteur et un moteur à piston. Une catégorie assez restreinte, puisque finalement, c'est quand même pas très lourd, 500 kg, et il atteint 480 km,34, mais avec comme pilote Bruno Gamin. Et la photo qui est là, c'est une photo qui est prise à l'occasion de son record du monde. Il a décollé d'ici Molino et il a obtenu de la DGAC une faveur qui lui permet de faire cette photo où on voit pour la première fois cet appareil qui vient d'établir ou qui va établir le record du monde avec la tour Eiffel en arrière. Donc c'est vraiment le départ de cette activité, et finalement ces activités au bureau d'études continuent de progresser. En 96, il est nommé chef du service commande de vol et hydraulique, et il restera à ce poste jusqu'en 2000. 150 heures de vol de développement sont effectuées, et finalement, les grands choix technologiques se sont validés, et l'appareil est décidément dédié au loisir et à la formation. Un biplace ne peut pas faire grand-chose d'autre, mais on peut le faire bien ou mal. Et il décide que finalement, cet appareil sera un bon, peut-être même le meilleur appareil de formation et de loisir. Donc les choix qui sont faits, c'est on utilise les technologies du jour à aérospatiale, le rotor sera tripale et des pales en composite, le moyeu sera semi-rigide, et le rotor arrière sera de type fenestron. On va passer au but suivant. Vous voyez sur la gauche le moyeu rotor, qui est un moyeu résolument compact, rigide. Vous voyez que les pieds de pale orientent vers des pales qui sont en composite, et la compacité est caractéristique des hélicoptères les plus modernes de l'époque. Le rotor arrière, c'est vraiment l'image de marque d'aérospatial hélicoptère. C'est un rotor arrière caréné qu'on appelle fenestron, et comme vous savez tous, le fenestron, c'est un mot provençal qui désigne une petite fenêtre. Et maintenant, quand vous ouvrez le dictionnaire au mot fenestron, on trouve effectivement le mot provençal petite fenêtre, mais on dit aussi que c'est le nom d'un rotor arrière que l'aérospatial a inventé. C'est devenu ça n'est plus un mot protégé, mais ça désigne aussi, c'est un synonyme, un homonyme de petite fenêtre en provençal. Évidemment, ces choix technologiques
oriente directement dans la sécurité. Ce n'est pas leur qu'on vous dit, c'est vraiment l'avenir. À l'époque, c'était l'avenir, et maintenant tous les hélicoptères en sont équipés. Et voilà les premières photos de cet hélicoptère qui maintenant a la forme définitive. Vous voyez l'élégance du produit, c'est vraiment un hélicoptère magnifique. Et cet hélicoptère est le premier appareil de série, représentatif de la série. Finalement, les choses se passent tellement bien que Bruno décide de quitter Eurocopter en 2000 dans des conditions tout à fait agréables, puisque finalement il va se consacrer complètement à la certification, à la commercialisation et à la production de cet appareil, et il crée sa propre société après un accord d'échange de technologie avec Eurocopter. Tout ça continue à se passer à Aix-les-Milles, puisque finalement il crée son entreprise localisée sur l'aéroport d'Aix-les-Milles, à quelques dizaines de mètres de son domicile, ce qui n'a pas changé, et les hélicoptères commencent à voler et à se fabriquer. Finalement, les grandes options ont été prises et le cabri va être certifié. Il sera certifié par le HASA en 2007, par les autorités d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Chine, mais aussi par la FAA en 2015. C'est un hélicoptère léger qui va avoir toutes les bénédictions de tous les certificateurs de la planète. La société elle-même va être approuvée, puisque finalement, pour pouvoir fabriquer et vendre, il faut être approuvé. La société est approuvée en DOA, c'est-à-dire pour la conception en 2007, pour la production, qui s'appelle POA en 2008, et pour la maintenance en 2014. Tout est réuni pour fabriquer et vendre cet appareil, et finalement, il y a ensuite des pilotes d'essai qui ont pris les appareils en main, un pilote retraité d'Eurocopter, qui est le nouveau nom de la société maintenant, est devenu le pilote appareil, et il établit de nouveaux records du monde. Cette fois, c'est le record du monde d'altitude. Cet appareil établit en 2005 le record du monde d'altitude pour sa catégorie, avec 6658 mètres, et en même temps, le record du monde de temps de montée à 3000 mètres et à 6000 mètres. Pour monter à 3000 mètres, il met 6 minutes 42 secondes, et à 6000 mètres, 22 minutes 6 secondes. Ça date de 2005, et c'est toujours valable. Donc, il avait le record du monde de distance, il a le record du monde d'altitude. Et finalement, les Américains et la Fédération aéronautique internationale qualifient le record, et les Américains, quand c'est indiscutable, ils honorent même les non-américains. Et finalement, à cette occasion, l'appareil a obtenu toutes les bénédictions américaines. Et son constructeur a obtenu des trophées américains, en particulier le Igor Sikorsky International Trophy, qui est donné par les Américains aux appareils qui ont des records du monde. Indiscutable. Donc les Américains honorent les gens quand ils sont meilleurs qu'eux, mais qui sont indiscutablement meilleurs. Finalement, la société prend de l'ampleur, et à la fin de 2018, cette société atteint 70 personnes. Les appareils sont produits et vendus, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 240 cabris ont été produits et livrés. Ils sont exportés à 95% dans 30 pays. Cet appareil est dans 30 pays. La France ne représente que 5%. Il y a donc une grosse douzaine d'appareils en France, et le reste est dans le reste du monde. Sur ces images, on voit des appareils construits en série comme s'il en pleuvait. Et vous voyez que c'est une société suisse qui va bientôt toucher ces appareils. La vue suivante. Et maintenant, quelques photos, quelques images, juste pour le plaisir. Voilà une photo qui est prise au Canada, je crois bien, et qui est superbe, dont Artus Bertrand accepterait d'être l'auteur. Next one. Un peu le même appareil dans un autre environnement. C'est pas vers chez nous, ça? Si, c'est du côté de l'Estérel, voilà. Hein? Encore une. Et finalement, il y a aussi autre chose très importante, c'est que finalement, ces 240 machines qui volent donnent des idées, comme vous le voyez sur la planche, là, mais
il se passe quelque chose, c'est que l'accumulation des heures de vol qui a été faite permet de battre un autre record. Les appareils aujourd'hui ont atteint 200 000 heures de vol. Et l'autre record d'appareil, et ça c'est pas homologable, mais c'est un vrai record, c'est que ces 200 000 heures ont été faites sans qu'aucun blessé ne soit apparu. Donc il y a eu des accidents, et finalement cet appareil comporte des sécurités, des tolérances en matière de choc, le train d'atterrissage, les sièges, le circuit carburant, et finalement 200 000 heures de vol sans aucun blessé, c'est aussi un record. Distance, altitude, sécurité. Finalement, tout dernièrement, la DGA, comme vous le voyez, a décidé de se lancer dans un programme de drone qui s'appelle VSR 700, parce que c'est un appareil qui aura une masse de 700 kg, mais qui est basé sur la structure de la cabine. Et finalement, le contrat a été passé à Eurocopter, et Eurocopter va réaliser ce contrat en coopération avec Bruno Guimbal. Ce premier contrat étatique, qui est destiné à la Marine nationale, crédibilise la société et ouvre de plus de nouvelles perspectives à l'expansion. Alors, Bruno Guimbal a déjà eu des distinctions, des récompenses. Je disais que même les Américains lui ont mis une médaille. Évidemment, il a eu la médaille de l'aéronautique, et ça paraît bien normal. Et aujourd'hui, il est bien que, en présence de sa famille, que je salue en particulier sa fille, qui est venue en voisine, puisqu'elle vient intégrer à Super Héros. Et finalement, il est très bien que ici, on puisse honorer l'aventure d'un individu, c'est l'aventure personnelle d'un individu que l'on honore aujourd'hui, en remettant à Bruno le Grand Prix d'Académie de l'air. Bravo Bruno. Pour se faire plaisir, et un peu de musique avec. Ça dure 2 minutes et demie. Ça se termine sur la Sainte Victoire. Bon, bien sûr, je n'aurai pas assez de mots pour dire ma fierté et ma reconnaissance envers cette noble assemblée et envers son jury.
et aussi envers le positivisme et la fidélité de Jean-Pierre Dubreuil qui depuis longtemps, sans même que je m'en rende compte tout le temps, soutenait mon action. C'est un lieu prestigieux et ça ajoute beaucoup à la fierté et au plaisir que j'ai d'être ici. Et surtout une assemblée de gens tous assez prestigieux dans le domaine. Je voudrais aussi, c'est pas un lieu commun, dédier ça à ma famille. Je voudrais dédier quand même cette distinction à ma famille. C'est pas un lieu commun. Je voudrais pas dire pour les sacrifices faits, parce que c'est pas vraiment des sacrifices. On est plutôt dans une configuration du style paysan ou médecin de campagne. Et ma famille, donc pas pour leur sacrifice, mais pour leur engagement inconditionnel. Ma femme Véronique est ici, qui n'est pas au boulot un vendredi, c'est rare. Et bon, aujourd'hui on ne dira rien. Et notre fille Agathe qui est ici, bon, je vais regarder pourquoi. Et je voudrais juste donner deux petites anecdotes pour montrer ce que c'est que cet engagement. Il y a 4 ans, on participait avec Véronique à un week-end de développement personnel pour couple, pour famille. Et le thème était équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et on a été appelé à témoigner, ce qu'on trouvait assez légitime. Et notre témoignage n'a pas été accepté parce qu'on a été incapable de dégager un discernement entre nous sur la décision de créer cette société, de faire cette action. Parce qu'en fait, on a fait ça comme si c'était naturel, l'un et l'autre, sans jamais se poser de questions. Et ce genre de problème, cette absence d'intelligence dans le projet, m'a énormément handicapé quand il a fallu rechercher des financements, parce que là les gens demandent des business plans, ils demandent des décisions concertées, ils demandent de l'intelligence dans l'action, et très capitaliste, puisque c'est des investisseurs, et là j'étais complètement hors jeu de ce point de vue-là, ma famille et moi. La deuxième anecdote est plus tendre, c'est notre fille Agathe justement ici, qui il y a 3 ans demande à sa mère qui était enceinte de notre fils, dit maman, pour faire un bébé il faut un papa. Alors, bon, c'était pas encore l'époque de la PMA, et il y a 18 ans, alors ma femme lui répond, ben oui, il faut un papa. Ah, et il faut un atelier aussi. Bon, c'est pour montrer les sacrifices faits, quoi. Bon, je vous garantis que c'est mon atelier propre et très bien rangé et très confortable. On n'y a jamais fait que des activités mécaniques. Bon, et ensuite, image suivante, je voudrais rattraper une injustice aussi. Une injustice qui est en ma faveur aujourd'hui, c'est que je ne fais pas partie, contrairement à ce que voudrait suggérer Jean-Pierre Dubreuil, je ne fais pas partie des top des héros. À 18 ans, j'étais jamais monté dans un avion, j'ai jamais connu un pilote avant d'être pilote moi-même. Et mon truc, c'était la mécanique. Et à 16 ans, je pensais construire des bateaux, parce que j'étais passionné de véhicules et de construction. J'avais construit un dériveur. Et donc, c'est par la mécanique que je suis venu à l'aviation. Alors là, vous voyez, c'est une photo il y a 30 ans, quand j'ai eu enfin l'autorisation de travailler le samedi, grâce à des gens comme Jean-Pierre Dubreuil, mais à l'atelier, de travailler le samedi dans l'atelier d'Eurocopter. C'est une belle machine d'Eurocopter, qui était une machine française d'ailleurs, de très belle qualité, et avec qui je passais mes samedis régulièrement pour faire les premières pièces du démonstrateur. Photo suivante. Ça c'est 15 ans après, c'est il y a 15 ans. C'est chez moi, chez nous, dans mon atelier, c'est la première fraiseuse du projet. Je faisais là-dessus les outillages et les pièces urgentes. Urgentes, ça veut dire que c'est pour le jour même, hein. C'est pour le lendemain matin. Les pièces urgentes pour les essais en vol de notre hélicoptère. Moi, on n'a mis que 3 ans à certifier. Et puis, photo suivante. Ça, c'est la machine dont je m'enorgueillis aujourd'hui, qui est chez nous aussi, et qui est le dernier cri de la machine 5 axes à commande numérique, sur lesquelles je fais en ce moment des pièces de drone et puis des pièces de recherche et développement en prototype. Bon, alors, c'est pas la machine-outil seulement qui m'a amené dans l'aviation, c'est pas seulement l'avion que j'ai construit, c'est aussi, photo suivante, que l'hélicoptère, c'est quand même une machine très attachante. Très attachante. Alors j'ai appris, malheureusement, il y a une demi-heure, c'était passionnant, j'ai appris que sur Mars, c'est pas un bon plan. Donc j'irai pas sur Mars faire d'hélicoptère. Ça n'a pas l'air sympa du tout. Et il y en a qui le font pour moi. Mais bon, j'aime pas tant que ça voler. Par contre, il n'y a rien que je trouve plus délicieux que de se poser à côté d'une rivière déserte, dans un coin désert, où il n'y a même pas un flic, pas un pêcheur,
et de camper. Et là, l'hélicoptère est vraiment une machine très attachante. Et c'est ce qui amène beaucoup de gens à l'hélicoptère à tous les niveaux. Et puis voilà, c'était un camping à côté de la Durance, dans un endroit où personne ne va jamais, et où on était absolument super pour se baigner. Photo suivante. Ça, c'est un autre genre. C'était une escale par beau temps dans une bergerie à Abondance. Et puis le mauvais temps s'est levé dans la nuit. Au petit matin, il a fallu dégager l'hélicoptère avec une pelle. Ça, c'est vraiment là qu'on se dit c'est un outil attachant. C'est pas juste un véhicule, quoi. On comprend qu'il y a des gens qui lui dédient plus que leur temps de vol. Voilà. Photo suivante. Alors, la vraie chose qui m'a attaché à l'aviation par rapport au bateau, par exemple, c'est quand même les gens que j'ai rencontrés. Alors, j'ai rencontré des gens formidables, des gens connus, des gens inconnus. Alors, je vais un peu insister sur les gens connus pour me donner de l'importance. Les gens inconnus, quand même, il y en a beaucoup. Des ingénieurs, des techniciens. Alors, il y en a ici 2 ou 3. On a Pierre Rougier, qui était ingénieur navigant pour le Tigre et pour le NH90 et le Dauphin. J'ai rencontré aussi des gens, des politiques, des dirigeants. Alors, rien à voir avec l'aviation. Par exemple, Michel Alliot-Marie, qui est venu à notre secours pour notre problème de pilote d'essai et qui m'a marqué définitivement comme quelqu'un de vraiment remarquable. Et j'ai rencontré aussi Claude Allègre, j'ai rencontré Serge Dassault, toujours avec ce projet. Et j'ai vu quand même des gens pour qui l'aviation c'était spécial. J'ai rencontré aussi des dirigeants grâce à mon projet, Jean-François Biguet. J'ai rencontré Yves Richard, j'ai rencontré des ingénieurs pilotes, Claude Lelay, à l'époque, Claude Lelay, Denis Legrand, j'ai pu les rencontrer grâce à ça. Et j'ai vu des gens de grande valeur et pour qui l'aviation c'était autre chose. Et je me suis senti un peu plus aviateur grâce à ces gens-là. J'ai rencontré aussi récemment des gens assez connus, par exemple, photo suivante, je crois que ah oui, ça c'est Fabrice Brégier, bon, excusez du peu, il est venu interférer positivement sur mon projet à une époque. Et puis, photo suivante, celui-là, ici c'est le bon endroit pour faire le malin avec, c'est Richie McCaw, le capitaine des All Blacks. Alors je l'aime beaucoup lui parce qu'à chaque fois qu'il a mis une branlée avec les All Blacks au 15 de France, chaque fois on a vendu 2 ou 3 hélicoptères en Nouvelle-Zélande. Donc c'est l'endroit où on a vendu le plus d'hélicoptères au début. Et récemment, il a transformé sa vie de plus grand rugbyman de tous les temps à instructeur sur Cabri et propriétaire d'une école de Cabri. Et il est dit son temps, et c'est, avec vanité stupide, mon meilleur supporter. et puis, dernière photo. J'ai un tout seigneur, tout honneur, quand même, j'ai rencontré grâce à mon projet, vous voyez, entre Pierre Rougier et Olivier Jans, notre pilote d'essai, j'ai eu l'honneur, le grand honneur de rencontrer Jean Boulet. Il est venu voler dans le Cabri, il y a ça 4-5 ans, 1 an avant sa mort, et j'ai la grande fierté de dire que c'est le dernier vol qu'il a fait de sa vie, lui qui était un des plus grands pilotes d'hélicoptère de tous les temps, c'était en Cabri et il a beaucoup apprécié, il était très bon pilote encore. Voilà, et donc c'est dans cette continuité que je suis si fier d'être ici, et photo suivante, et grâce à tous les gens formidables et dont je sais qu'il y a une grosse teneur dans cette assemblée, que c'est grâce à tous ces gens rencontrés que je vous remercie et que je suis si content d'être dans cette aventure. Merci. Un dernier petit effort, d'abord parce que vous voyez que le Grand Prix est là sur scène, et je voudrais remercier, et si Madeleine pouvait venir, parce que cette œuvre a été réalisée par une de nos consoeurs, Madeleine Tesnas du Moncel, et j'aimerais bien que nous fassions une photo avec Madeleine et le Grand Prix. Voilà.
Bien, maintenant, je demande à Jean-Claude Dardelette qui représente Monsieur le maire